Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Un fils, un frère, un époux retrouvé sans vie, la corde au cou. Un autre toujours sans vie, au bord ou au fond, depuis laissant des messages désespérants. Un autre encore, mesdames, messieurs, retrouvé toujours sans vie, après s'être tiré une balle dans la tête. Ces faits, hier, renvoyés aux Béninois au travers des films, ils les vivent désormais dans leur réalité et presque au quotidien. 2019-2020, les images donnent la sueur froide, dit-on. Les cas qui ces derniers temps auront défrayé la chronique émanent malheureusement non de citoyens lambda, mais de corps presque constitués, enseignants, agents de sécurité publique, pour ne citer que ceux-là. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, pour le numéro du jour, s'invite, comme vous pouvez le constater, dans le quotidien des Béninois. Récurrence des cas de suicide au Bénin. Les Béninois à l'épreuve d'une crise de société. Il s'agit là du thème en débat ce jour. Et pour nous aider à bien apprécier ces faits qui semblent devenir légion, Toussaint Sabofano, consultant en éducation, il est professeur certifié à la retraite. L'homme a accepté nous apporter son expertise. Toussaint Sabofano, bonjour. Bonjour Joël et bonjour à tous les téléspectateurs de Sika TV et merci surtout pour l'invitation. Je vous en prie, et c'est nous qui sommes honorés. En face de lui, un autre homme qui n'est plus à présenter, ceux qui travaillent pour le mieux-être collectif, Patrick Amampouillon. C'est son nom, coach en politique de développement et gestion de crise. Il a accepté aussi nous apporter son grain de sel autour de ce sujet qui n'est pas moins préoccupant. Patrick Amampouillon, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à cette invitation. Merci. Des cas de suicide au Bénin, mesdames, messieurs, le sujet était hier rarement évoqué. Leur surveillance, quand cela l'est, c'est surtout au détour d'une déception amoureuse. Mais depuis peu, les curseurs semblent avoir malheureusement bougé. Le mal, Sabofano, a visiblement gagné du terrain. Hélas oui, 3 fois hélas, le mal a gagné du terrain et comme un effet de mode, cela se propage et même dans des couches insoupçonnables. C'est ce qui est extraordinaire et cela n'est pas de la coutume du Bénin, notre pays. Nous parlerons certainement d'un cas général, mais ce qui nous concerne ici, c'est le cas de notre pays, le Bénin, où la mort, depuis la nuit des temps, est vue comme quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Et Dieu seul peut décider de quand vous devez partir ou de quand vous ne devez pas partir. Quand les hommes, comme par hasard, je ne sais pas, omnibulés par ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en viennent à banaliser la mort au point de se dire je peux aussi me la donner, ça devient une situation un peu tragique et il y a plusieurs angles sur lesquels nous allons revenir pour analyser cela parce que celui qui a le courage, entre griffes, parce que pour moi c'est un courage, moi je ne peux pas me donner la mort. Déjà quand on fait un accident, tout le monde crie. Oh, 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 parce qu'on a peur qu'il meure, on a peur qu'il se casse la tête. L'État, les pouvoirs publics disent il faut porter des casques pour éviter de mourir. Voilà que des individus se donnent la mort. Est-ce une fuite de responsabilité? Est-ce que c'est un phénomène de mode comme le sexe est venu aussi venu de l'Occident, qu'on avale tout ce qui vient de l'extérieur? Est-ce que c'est ça aussi qu'on veut avaler aujourd'hui en Afrique et au Bénin en particulier? C'est des questions qu'on se pose et je crois que nous allons trouver ensemble quelques approches, quelques éléments de solutions pour arrêter l'hémorragie. Oui, il faut bien l'arrêter. C'est une hémorragie qui n'honore point le Bénin. Oui, Patrick Amampouillon, ce Bénin dit très craintif, respectueux de bien, de vertu, qui visiblement se trouve aussi en difficulté. Et la mort semble de plus en plus être banalisée. On peut se la donner. Oui, au fait, ça ne nous surprend pas. Hein? Vous avez trouvé les proportions criades. Mais en réalité, moi, je trouve que par rapport à ce qui se lit, comme l'a dit le professeur tout à l'heure sur les réseaux sociaux, et même ce taux-là est trop faible. Hein? Moi, personnellement, j'ai fait en sorte, vous avez vu qu'il y a plusieurs sujets, qui est tout à l'heure à l'entrée de ce studio,
que vous m'aviez informé de plusieurs sujets d'actualité, parce que si nous lisons les réseaux sociaux tous les jours sur le Bénin en ce moment, même si on ne passe pas, même si on n'a pas le courage, comme le professeur l'a dit, de se tirer une balle dans la tête, on a tendance à penser à ça. Donc bref, c'est pour dire que moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'on puisse arriver à là. Ça ne m'étonne pas qu'on puisse arriver à ça. Je donne un exemple très simple. J'étais là un jour, je reçois l'audio d'une dame qui me dit « Je suis photographe, caméraman, mais comme ça ne marche pas, j'ai accepté d'être bonne quelque part à 40 000 le mois. Et même ça, on me paie 5 000 francs tantôt, on me paie 10 000 francs tantôt. Résultat, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas les frais de transport et je suis en train de marcher pour aller au boulot de Akpakpa à Saint-Michel. Et ce n'est pas tout. Ma fille, qui a eu le bac à 17 ans, n'a pas pu faire des études. Je l'ai donc inscrite aussi comme laveuse de plats dans le même restaurant à 35 000 francs le mois pour économiser l'argent pour pouvoir étudier. Elle-même n'est pas à payer et nous sommes en route. Nous sommes en route, en train de marcher de Akpakpa à Saint-Michel pour aller travailler, un travail pour lequel on n'est pas rémunéré. Vous vous imaginez, moi, quand j'ai entendu ça, on parlera des solutions tout à l'heure. Mais c'est pour dire que quand vous avez ça, et justement, lorsqu'elle m'a dit ça, ma réponse a été, attention, elle n'est pas la seule. Dans ce cas, si je règle le problème d'une seule personne, je n'aurais pas réglé le problème d'emblée. Donc bref, c'est pour dire que ça ne m'étonne pas. Et maintenant, ensemble, nous allons voir dans cette émission ce qu'il faut faire, ce qu'il faut amplifier, ce qu'il faut accélérer pour que ça n'arrive pas. Et je souhaite que cette émission soit vue par le maximum de Béninois afin que plus jamais on entende ça. Plus jamais on entende ça, c'est vrai. Mais le phénomène, comme vous l'avez tous reconnu, est là, lancinant. On a comme l'impression, peut-être à tort, faute de statistiques, qu'on ne pourra pas le certifier. 2019-2020, eh bien, c'est le comble. Et puis, les images qui nous parviennent, les faits, c'est qu'on se rend compte que le phénomène a changé presque de couche. Et c'est presque accentué au niveau de milieux insoupçonnés. On prend le secteur de l'éducation. Récemment, c'est un cas d'enseignant. L'enseignant qui, lui, est comme le dernier recours, parce qu'aujourd'hui, les parents, disons-le, ont presque démissionné. Et c'est celui que se repose la responsabilité sociétale. Malheureusement, il va falloir changer la norme, c'est ce qu'on se dit. Et on travaille pour. Mais là, quand un enseignant en arrive, lui, à se jeter dans le puits, parce que désespéré de la vie, ça vous fait, vous êtes enseignant. Comment vous avez vécu, par exemple, cette histoire-là ? D'abord, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer. Un enseignant, c'est un homme comme tout le monde. C'est un citoyen. Il a le cœur que vous avez, que j'ai. Peut-être même que son cœur peut être plus solide que le cœur d'un soldat, tout comme son cœur peut être encore plus faible que le cœur d'un enfant de 5 mois. Mais on se forge justement en évoluant. Ceci dit, un enseignant qui est supposé être un modèle, tout comme le président de la République qui est supposé être le père de la nation, le modèle à suivre, c'est des gens sur qui on compte pour ne jamais avoir ces cas-là. Souvent, on avait ces cas dans le rang des ouvriers, des gens qui ont tout perdu, comme cette dame qui a son enfant dans le baba, comme on dit. Alors, si maintenant on arrive, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quand on en arrive aux enseignants et aux hommes en uniforme qui sont les remparts de nos sociétés, le rempart psychologique et éducationnel, rempart sécuritaire et modèle, alors là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais maintenant, revenons à l'enseignant, comme vous le dites. L'enseignant a devant lui des centaines et même des milliers d'enfants. Parce que l'enseignant qui a fait 10 ans déjà de carrière a déjà rencontré plusieurs milliers d'élèves, d'enfants, qui sont supposés devenir des journalistes, des ministres, des hommes d'État. Et si cet enseignant en arrive à la situation où il est tellement déçu qu'il oublie le repère qu'il est, le modèle qu'il est, la référence qu'il est, ça veut dire que tous ceux qui se portaient vers lui comme étant la référence, tous ceux-là sont déçus. Et si eux, ils sont déçus à cause de l'acte de leur enseignant, leur modèle, qu'en sera-t-il d'eux qui sont supposés être moins forts que l'enseignant? Donc, je ne peux pas comprendre. C'est vrai que à certaines époques, dans certains pays latino-américains, moi j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé del suicidio de honor, c'est-à-dire le suicide d'honneur. Quel est ce suicide-là? Encore que là, je ne suis pas d'accord. Même si on n'est pas catholique, on sait que Dieu a créé l'humain et que l'humain n'a pas le droit de se donner la mort. Maintenant, le suicide d'honneur, ils appellent ça comment? Quelque chose s'est passé. J'ai interdit qu'on fasse ci.
J'ai fait des émissions, j'ai dit jamais de vol, jamais de corruption. Il arrive que mes parents, mon fils, quelqu'un fasse quelque chose d'humiliant, qui me déshonore. Et je dis, parce que je ne veux pas vivre cette honte, je préfère m'en aller, comme on dit enfant, c'est pas bon. On ne devrait jamais en arriver là. L'enseignant devait se dire, tous ceux qui se donnent la mort, lorsque moi je vais rencontrer leurs parents, je vais leur démontrer qu'ils ont tort, qu'ils ont péché et qu'ils sont lâches. Pourquoi? Le lépreux qui a déjà perdu tous ses doigts et tous ses ongles, qui n'a plus d'orteils, il se blesse, il le heurte, il cogne son pied contre une pierre, il se relève, il dit c'est-à-dire il se dit il y a encore de l'espoir. À plus forte raison, vous qui avez tous les sens, tous les organes au point, vous qui avez un boulot, un travail. Non mais écoutez, quand on en arrive là, moi je me pose des questions. Qu'est-ce qui peut amener un homme? Il n'est pas fou. Il a toutes ses facultés en place. Justement, et il se donne la mort. Qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on ait de ce genre de résultats? Non, moi, ça peut choquer des gens. C'est la faiblesse. C'est une faiblesse... c'est une faiblesse de caractère. C'est-à-dire, d'abord, vous ne croyez ni en la vie, ni en vous-même, ni en rien autour de vous. Et vous pensez que vous êtes le seul à vivre le drame que vous vivez. Je suppose même que vous vivez un drame. Vous avez perdu votre épouse, vous avez perdu votre enfant, vous avez perdu votre emploi. Vous vivez une situation tragique. Mais lorsqu'on va rentrer dans les recherches et dans les détails, vous allez encore voir des gens qui vivent pire que vous. Il suffit de se dire, mais écoutez, je ne suis pas le seul qui ait perdu mon emploi. Et puis des gens ont perdu leur emploi, ils ont retrouvé encore mieux quelques années après. Je ne suis pas le seul à avoir perdu ma femme. Mais j'ai perdu ma femme, d'accord, des femmes, ça existe. Et puis ma femme, c'est peut-être une maladie, je prendrai des dispositions pour que cela n'arrive pas. Il y a des gens qui ont perdu et femmes et enfants et tout dans un accident. Et pourtant, ils vivent. Et quand on les voit, on dit, mais regardez ce monsieur, il y a 10 ans, il avait perdu tout. Mais aujourd'hui, il est encore là. Des gens ont perdu des milliards. Ils ne se sont pas suicidés. Ils sont repartis sur de nouvelles bases pour refaire leur vie. Donc je ne trouve aucune raison à qui que ce soit pour sauter la vie. Parce que c'est tout simplement, quand moi je vous tue, on dit il a commis un crime et on m'amène en prison, on me donne des années de prison. Mais quand vous tuez, c'est un crime aussi. La seule différence ici, c'est que la tuerie ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Je reviendrai justement sur cet aspect tout à l'heure, mais Patrick Amon-Poyon, je vous pose la même question. Qu'est-ce qui peut pousser à observer la récurrence d'un phénomène comme celui-là? On prend le cas d'un enseignant, mais on prend aussi le cas d'un officier de police qui avait une arme sur lui pour assurer la sécurité. Absolument. C'était au port de Cotonou, vous avez suivi. Mais il décide, je ne sais pas si c'est pour se sécuriser, mais il n'y a pas de sécurité qui vaille pour interpréter cela. Mais il se donne la mort avec l'arme. Ça, ce n'est pas le Bénin. Et c'était comme des films hier. Et ça se matérialise. Comment peut-on l'expliquer, d'après vous? Au fait, j'aurais voulu faire comme le professeur et trouver que ces faiblesses de caractère, ces péchés, ces crimes et tout ça. Mais je suis allé plus loin. Je suis allé plus loin parce que mon métier m'amène à écouter les gens, à écouter dans le but de comprendre, à écouter en faisant l'effort de ne pas préjuger. Je sais que le professeur a eu plus d'éducation religieuse que moi parce qu'il a une posture assez religieuse des choses et tout ça. Mais je vais vous dire au fait ce qui se passe. C'est vrai, celui qui se donne la mort a une responsabilité. Mais la responsabilité n'est pas une faute. C'est ça l'erreur qu'on fait souvent. La responsabilité n'est pas une faute. Je suis responsable du comportement de mon mari. Oui. Ne veut pas dire que j'ai fait une faute qui a entraîné ça. Je peux faire quelque chose de bien qui a entraîné ça. Par exemple, beaucoup de femmes ont reçu l'éducation de trop s'occuper de leur mari. Beaucoup de femmes ont perdu leur mari parce que le mari se sent étouffé, parce qu'on se coupe trop de lui. La femme est responsable, mais elle n'est pas coupable. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Deuxième chose, oui, je suis d'accord. Pas avec la faiblesse de caractère, non. Ouais. J'ai côtoyé le suicide. Donc, je sais ce que ça veut dire. J'ai côtoyé le suicide. C'est ça. Je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas la faiblesse de caractère. C'est une mauvaise perception de la situation. Et là, le professeur l'a démontré. C'est parce que je ne sais pas que ce qui m'arrive est arrivé à d'autres personnes qui s'en sont sorties. C'est parce que je ne sais pas que lorsque le jour s'approche, la nuit devient plus noire. C'est parce que je ne sais pas que plus ça devient dur, c'est que plus je suis proche de la solution, plus je suis proche du dénouement. Donc, il faut comprendre qu'il y a un problème de perception. Jusque-là, je parle de responsabilité. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il en est arrivé là. Il en est arrivé là
parce qu'il n'a pas accès au professeur pour lui dire qu'en réalité, il y a mieux ailleurs. Il n'a pas accès, et il n'a pas accès aux sources d'informations qui vont l'amener à comprendre, à avoir une bonne perception de son problème. Suivez aujourd'hui nos radios, suivez aujourd'hui nos télés. Non, vous allez où là? Où sont les émissions? Où sont les émissions qui disent aux Béninois, et pourtant, je cite la parole de Dieu, et pourtant, Dieu veut te faire du bien. Et pourtant veut dire, malgré tout ce que tu vois, Dieu veut te faire du bien. Où sont les émissions qui parlent de ça? Allez même sur les émissions chrétiennes, allez dans les églises, écoutez les hommes de Dieu, péchez par ici, péchez par là. Personne ne dit à la personne que Dieu l'aime, malgré sa situation. Donc, il a la responsabilité de se donner la mort, ce qui va rendre compte devant Dieu, mais aussi la société, y compris moi. Nous avons la responsabilité d'avoir privé les gens d'informations. Je parlais tout à l'heure de la dame en question. Oui. Cette merveilleuse dame qui a un mois de cela, un mois seulement, marchait de Akpakpa jusqu'à Saint-Michel pour pouvoir chercher de quoi manger et elle n'a pas. Cette dame, aujourd'hui, n'est plus dans ça. Cette dame est chef-service d'une télévision à la date d'aujourd'hui, un mois après. Pas parce qu'on l'a forcé en lui aidant à trouver un boulot, mais on a corrigé d'abord sa tête, corrigé la tête de la tête. Je viens de faire une tournée nationale où nous avons fait un séminaire d'école où on a pris plusieurs volets. Le développement personnel, la santé. La santé, beaucoup de personnes sont soi-disant malades, ne sachant pas que c'est un mensonge qui peut s'arrêter à tout moment. Résultat, on a parlé de ça. On a parlé d'emploi et carrière internationale. On a parlé d'agents et entreprises sans financement. On a parlé de bonheur conjugal. Et à partir de cet instant, la personne commence par dire pourtant, il y a de l'espoir pour moi. Je vais aller plus loin. J'étais à Lomé. Une dame m'écrit du Canada que je veux me suicider. Pourquoi? Je veux me suicider parce que mon mari et moi, on est venus au Canada. On s'est entendu. Lui, il va travailler. Moi, il va m'occuper des enfants. Maintenant, les femmes oublient souvent. Toi, tu t'occupes des enfants, il doit te payer un salaire dans son salaire. C'est pas te jeter de l'argent, hein, parce que tu assumes une responsabilité pour lui. Il doit te payer. Bref, non, il dit... Oui, tu as décidé que toi, tu ne peux pas t'occuper des enfants. Donc, elle s'occupe des enfants pour toi. Et donc, toi, tu travailles là-bas, tu gagnes un salaire. Une partie du salaire doit être remise à ton épouse parce qu'elle partage en réalité ta responsabilité au niveau. Le pasteur qui prêche à l'église, qui a sa femme qui vient tout le temps l'aider dans son salaire, doit payer un salaire à son épouse. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Bref, cette dame dit, elle m'étant occupée des enfants pendant des années, je suis devenu ménagère. Et il ne m'habille plus. Donc, il commence par sortir avec un collègue. Et on l'a fait dans une autre ville, il part avec la collègue. Résultat, il laisse la femme et les enfants. Et cette femme veut se suicider. Nous avons discuté 1h30. Elle a pu avoir accès à un coach. Elle a pu avoir accès à quelqu'un qui peut la comprendre. Donc, autrement, c'est la société qui pêche. La société peut avoir la volonté, mais c'est les canaux de communication entre la société et les personnes en difficulté qui a problème. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont saturés par le pédé verbal. Tout est compliqué, tout est foutu, tout est ceci. Résultat, en le faisant. Et vous voyez donc la responsabilité des hommes politiques de tout camp, de tout bord. C'est-à-dire les hommes du régime qui disent tout va bien, les autres qui disent tout va mal. Les deux ne peuvent pas accéder à la personne parce qu'ils savent que tout ne va pas bien. Alors celui qui dit tout va bien, il ne l'écoute plus. Celui qui dit que tout va mal, il lui donne des soucis. Donc bref, cette dame, au bout de 1h30 de discussion, le lendemain, elle a commencé par vendre à Blo, de maison en maison au Canada. Avec l'économie de Ablo, elle a déménagé dans la même ville que son mari. Elle a mis les enfants à l'école. Et elle prend le téléphone, maintenant elle appelle son mari. Je suis dans la même ville que toi. J'ai loué, j'ai payé la scolarité des enfants. Si dans 1 heure de temps, tu n'es pas ici, tu seras remplacé par un autre homme. 1 heure de temps après, le monsieur était à la maison. Elle a pris le pouvoir. Elle a pris sa responsabilité. Mais pour ça, il faut qu'elle ait accès à l'information utile. Il faut qu'elle comprenne que malgré tout ce qui se passe, Dieu veut lui faire du bien. Ok, je résume en disant, oui, une responsabilité au-delà de tout sociétal. Je peux me tromper. Ouais. Et là, je reviens à ce Bénin d'hier où on sait que il y a comme une certaine chaleur qui existait. On avait beaucoup l'écoute. Le Bénin d'aujourd'hui, est-ce que quelque part cette révolution que le Bénin vit à sa façon, n'a pas une part de responsabilité dans ce que l'on vit. Un monsieur qui a bien quitté chez lui dans la joie, qui n'a pas posé problème outre mesure et qui, brutalement, on le retrouve dans cette situation. Et c'est après qu'on découvre qu'on a laissé un message, on sent que vraiment c'est le désespoir. Comment le Bénin en est-il arrivé vraiment là? Il faut comprendre une chose. Il y a, vous savez, quand il pleut, le sol il est bien fertile, il est mou, et puis il n'y a pas de craquement. Mais quand il y a la sécheresse, vous voyez, le sol est fendillé partout. Oui. C'est ce qui se passe avec nos communautés.
notre société, il y a une désagrégation, si je peux l'appeler comme ça, parce que tout simplement, on ne communique pas. Le coach l'a bien dit, la communication est formidable. Même ce que vous faites ici, là, c'est vital. Il y a des gens qui vont se dire après, émission est bien suivre, voilà, la communication. Maintenant, quand on va dans le couple, la communication dans le couple, un couple qui communique avec plaisanterie, comme s'ils étaient dans un théâtre tout le temps en train de communiquer, ce couple vit 10 fois mieux que un couple où on dit, alors bonsoir chérie, ça va? Oh, je suis au boulot, hein, bon, à ce soir. Non. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, j'ai cette chance, ou bien je ne sais pas cette opportunité d'avoir été élevé au titre de chef de collectivité d'Arenougan. Mais je vous assure, ce qui se passe dans mon village aujourd'hui, quand je rentre dans ma chambre, je dis Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci de m'avoir donné cette arme. Et quelle est cette arme? Vous allez au village. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de suicide, on a vu les gens qui se tirent dans la tête, les gens qui se poignardent, les gens qui se mettent à une corde au cou et puis qui se pendent. Mais il y a aussi une autre forme de suicide, un suicide lent sur la base de l'alcool sodabi. On ne va pas parler de ça tout de suite, mais je vous assure, quand vous allez dans les villages, vous allez voir qu'il y a plusieurs formes de suicide. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir les gens de cette prison, ce carcan où ils se disent « Je suis le plus malheureux de cette terre. Je vais sortir avec le même pantalon tous les jours, alors que si on lui avait enseigné que les autres et lui ne sont pas sur les mêmes paliers, et que chacun a sa vie, chacun a son couloir de course, et que lui doit s'occuper de son couloir, parce que celui qui a pris la course dès le départ, qui a pris la tête de la course, peut se retrouver à la queue de la course, pendant que lui qui désespérait peut se retrouver au bout, mais s'il ne désespère pas, évidemment. Donc, quand moi je vais au village, la première activité, c'est de réunir tout le monde. Comment ça va? Comment vous êtes? Il faut démontrer aux villageois, parce qu'ils sont d'abord dans la hantise de Nyazome, hein. En français, pour je ne suis pas allé à l'école, je suis donc illettré. Et quand les villageois se disent ça, ils se mettent dans un complexe d'infériorité totale. Mais il faut leur démontrer qu'il n'y a pas que l'école, le papier, qui fait l'homme. On dit souvent, lorsque vous connaissez papier, il faut avoir aussi du tact. Il faut être aussi intelligent. Les fonds disent assez en CAI. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir de la jugeote pour que le papier seul ne soit pas votre cheval de bataille. Et quand vous dites ça aux villageois, ils sont un peu rehaussés, ils sont à l'aise. Je veux dire cela pour montrer que l'importance de la communication n'est plus à démontrer. Elle est indispensable, la communication, dans toutes les sociétés. Autrefois, votre papa, votre maman, les oncles, tout le monde, les grands-parents. Il y avait toujours des gens pour vous accompagner. Quand vous revenez de l'école, c'est le grand-papa qui vous dit « Ah, tu es là, viens mon fiston ». Il communique. La grand-maman dit ceci, le père est là. Vous êtes pris en compte par des acteurs qui vous envoient des communications positives tous les jours. Parce qu'aucun parent ne vous dit « Mon cher, ça va, tu n'as pas pu voler quelque chose aujourd'hui ?» Jamais. On vous dit que ça a changé, tout ça, maintenant? Tout a changé. Les réseaux sociaux, à eux seuls, ont bouleversé cet ordre. Mais vous vous imaginez, moi, je viens chez vous. J'ai envie de me confier à vous. Je suis désolé parce que je n'ai plus personne et je viens vers vous. Votre portable, déjà, devient le mur entre vous et moi. Parce que j'arrive et vous êtes comme ceci. Ah, alors, monsieur Sabo, comment ça va? Vous allez bien? Vous ne me regardez même pas. Vous n'avez même pas le temps de me regarder. Vous picotez, vous picorez, vous papoutez dedans. Et c'est le portable qui vous empêche de vous mettre à ma disposition. Parce que vous auriez pu savoir quand vous allez chez un parent aujourd'hui. Ah, mon cher, ça va? Comment? Ça fait 3 jours, hein? Et là-bas, chez vous au village, ou bien en ville, comment tu fais? Et le travail. Quand on vous pose un certain nombre de questions, on vous amène déjà, on vous impose des réponses pratiquement qui vont vous situer. Parce que quand vous dites, ah, vraiment le travail, hein, ça ne va pas, hein, vous aurez forcément des gens pour vous dire, ne désespère pas. La vie, c'est comme ça. C'est quand ça ne va pas qu'il faut foncer pour se dire, c'est tout à fait à côté, la solution est le bien. Donc, s'il n'y a plus cette vie de communauté où on pouvait manger ensemble, vous apprendre comment ne pas faire ci avant les aînés, s'il y a cette vie de communauté où vous êtes ensemble au clair de lune, où on vous raconte de très belles histoires instructives, il n'y a rien de ça. Chacun court de son côté, comme vous l'avez dit, les parents aussi n'ont plus le temps de s'occuper de leur progéniture, sous prétexte qu'ils sont en train de chercher la pitance pour la famille, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Mais écoutez, à un moment donné, il y a des enfants
que ce soit des garçons ou des filles, qui se disent « cette vie ne vaut plus rien. Je suis orphelin de père et de mère alors que mes parents sont tous vivants. Ils ne s'occupent pas de moi. Ils ne demandent pas comment je me débrouille. Je vais à l'école, je viens, on dit, dépose ton kaki, viens manger et va t'apprêter pour partir à l'école. Hein. Et tu as révisé tes leçons et ça s'arrête là. Personne ne vient me demander comment ça a été. Le professeur, c'était bon. L'instituteur, c'était bon. Tu as répondu à des questions. Oui, mais... Et ainsi de suite. Donc, si on ne peut pas renouer avec cette vie, monsieur l'a démontré, j'ai été tellement content qu'il ait dit ça sur RFI. Il dit... Notre vie est en train de basculer totalement dans le néant. Et à un moment donné, quand on va se rendre compte qu'on a dévié vers l'infini négatif, on ne pourra plus aller nulle part parce que tous les portables, tous les Android nous auraient bloqué le passage qui permet d'aller vers la porte de sortie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde, partout, que ce soit au boulot, dans les transports publics, à la maison, même à la cuisine, votre épouse est avec son portable, alors que vous, homme, pendant que madame est à la cuisine, vous pouvez l'aborder. Vous asseoir quelque part à côté, tu sais, quelque chose s'est passé, voilà, et vous échangez. Elle se sent totalement, enfin, occupée, pas occupée, mais assistée, voilà. Elle se sent assistée. Elle est déjà plus à l'aise que la femme qui ne communique pas du tout avec son mari, mais qui est utilisée comme un objet, qui doit préparer le repas, venir le déposer, attendre qu'on finisse de manger pour ramener les choses à la cuisine, le faire la vaisselle, aller se coucher. Cette vie mécanique ne peut pas ne pas conduire certains à ce acte que nous trouvons plus ou moins tragique. Alors, on y est, mais on fait comment? Vous, individuellement, vous avez pris des initiatives. Sabo Fallon, avec la communauté, lui, le chef coutumier, pour ainsi dire, c'est bien ça, et donc qui va s'enquérir du quotidien de chacun, comme en tant, vous qui prenez votre bâton de pèlerin, isolément, qu'est-ce que ça pourra apporter à la société? On fait comment pour changer la donne si tant est que c'est là qu'il va falloir agir? Je vais prendre quelques minutes pour parler, parce que cette émission-là, ça doit arrêter ce suicide. Ça doit arrêter ce suicide. Et nous allons compter sur chaque personne qui va recevoir ça pour relayer, afin que ça aille partout. La première chose, voilà un enfant. Le bête appelle les parents pour dire, il faut faire quelque chose. Votre enfant a un problème. Il ne comprend pas les matières. Il faut faire quelque chose. Personne n'a posé question à cette fille. Direction gynécologue. Gynécologue dit j'ai pas de réponse. N'a pas posé question à la fille. Orthopédiste. Orthopédiste dit j'ai pas de réponse. Chirurgien. Chirurgien dit j'ai pas de réponse. Neurologue. Neurologue dit j'ai pas de réponse. Dentiste. Dentiste dit j'ai pas de réponse. IRM à Lobé. Et première IRM, 180 000. Deuxième IRL, 180 000. On finit par dire, son cerveau est gros. Son cerveau est gros. Donc, il ne faut pas qu'il fasse de grandes études. Et l'enfant entend ça. Résultat, l'enfant est bloqué. L'enfant ne travaille pas 4 ans. Chaque 2 semaines, environ 200 000 francs de frais, de médicaments et tout, chaque 2 semaines, pendant 4 ans. Et on m'amène cet enfant. Une seule question à l'enfant. Comment toi-même tu expliques tout ça? L'enfant dit, chaque 2 semaines, je suis en consultation pendant que mes camarades sont en classe. Chaque 2 semaines, j'ai des médicaments que je prends qui me donnent le sommeil permanemment. Ensuite, le docteur dit que je ne peux pas faire de grandes études. Pourquoi je vais faire l'effort de faire des études? Voilà l'enfant même qui me dit ça. Maintenant, il dit, viens. Après, j'ai dit, viens, l'enfant a couru. Je dis, regardez le réflexe de l'enfant. Après, j'ai dit, viens, l'enfant a couru. L'enfant est venu s'asseoir sur moi. Il dit, écoute-moi bien. Je vais démontrer à tous ceux-là qui ne comprennent rien, absolument rien. Tu es en quelle classe? Elle dit, je suis au CM1. Ton grand frère est en quelle classe? Non, ton petit frère est en quelle classe? Il dit, il m'a dépassé, il est au CM2. Je dis, très bien, je vais te mettre en 6e. Je vais te sauter CM2, je vais te mettre en 6e. Parce que si je te mets en CM1, tu auras CM2 l'année suivante. Or, je ne suis pas sûr de corriger toutes ces bêtises-là en une année. Je vais te mettre en 6e, tu as 4 ans pour préparer le PPC, on a le temps de tout nettoyer. Maintenant, arrête-toi pour que ton frère ne puisse plus jamais te rattraper. Maintenant, on a mis l'enfant en 6e. Ça n'a pas marché la première année, elle a eu 6 de moyenne. Mais ses parents disent, 1, on n'achète plus de médicaments, l'enfant est en bonne santé. 2, nous avons eu 6 de moyenne en 6e, alors que nous avons 2 de moyenne au CM1. Cette année, l'enfant reprend 6e. Et la dernière note de l'enfant, c'est 15. Et je vous dis pourquoi c'est 15. J'ai constaté qu'elle était autour de 8-9. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons recruté une personne qui est chargée de l'écouter et de l'accompagner.
et lui donner la confiance. Des études sont bouclées, l'effet Pygmalion, bouclé aux États-Unis. Le regard que nous avons sur l'enfant détermine sa réussite. L'enfant a eu 15, tout récemment. Ça vous dit, je vais vous donner des cas. Écoutez, ce que nous sommes en train de dire là, ça va au-delà de ceux qui se suicident. Comme il a dit, il y a des suicides là. Voilà une dame. Elle est née dans l'église. Elle a eu des responsabilités dans l'église. Elle a fait VAV. Elle est membre du comité paroissial et tout. Et cette dame dit à quelqu'un, je suis fatigué de la vie. Je ne comprends rien de ma vie. Et la personne lui dit, je te propose de rentrer dans une secte. Parce que là-bas, tu vas avoir des solutions. Heureusement que Dieu aime cette dame. Et elle tombe sur un séminaire qui lui permet de comprendre qu'elle n'a pas besoin d'aller dans une secte. Où est le prêtre? Où est le curé? Où est le pasteur? Où est l'imam? Où sont-ils? Parce que oui, les responsabilités, j'ai dit ma part. Moi-même, j'ai la responsabilité pour moi et je vais assurer pour moi. Mais je ne le dis pas pour juger quelqu'un. Je suis en train de dire, réveillons-nous tous pour écouter les gens. Je vais aller plus loin. Maintenant, je vais m'adresser. Je vais parler au prêtre, non. Je vais parler à l'imam, je vais parler à moi-même. Je vais parler à ceux qui tentent de se suicider. Voilà un monsieur qui vient de se marier. Et il est en train de partir chez lui avec sa femme. Ils sont dans une barque. La tempête, il commence. Et tout le monde, la femme panique. Et le monsieur est tout concentré. Et la femme dit, mais attends, on vient de se marier. On n'a même pas fait enfant. Et on veut mourir et tu ne fais rien. Et il sort un couteau. Il met le couteau sur la gorge de la femme. Et il dit, tu as peur? La femme dit, comment je vais avoir peur quand le couteau est dans la main de mon mari qui m'aime? Il dit, très bien. Comment je vais avoir peur quand la tempête est dans la main de Dieu qui m'aime? Comment je vais avoir peur quand la tempête est dans la main de Dieu qui m'aime? C'est pas tout. Un monsieur va sur un terrain de football et il voit un jeune tout content, tout heureux. Il dit, quel est le score? Il dit 3-1. Il dit, oh, ton équipe gagne. Il dit, non, mon équipe est à 1, l'autre équipe est à 3. Et Dieu est content comme ça? Oui, parce que j'ai confiance à l'entraîneur. Oui, j'ai confiance en Dieu, je ne peux pas me suicider. J'ai confiance en Dieu, il sait ce qu'il fait. C'est quand le jour s'approche que la nuit devient plus noire. Et il n'y a pas de jour sans nuit. Il n'y a pas de jour sans nuit. Je vous dis, moi, particulièrement Poyon, c'est parce que quelqu'un m'a convoqué au commissariat à cause de l'argent qu'on lui doit. Et je suis sorti en disant, ça ne m'arrivera plus. C'est depuis ce jour que l'argent ne peut plus me manquer. S'il ne m'avait pas convoqué, je rends grâce à Dieu, je le remercie pour m'avoir convoqué. Parce que j'ai dit, moi, convoqué, c'est pas possible, ça ne peut plus arriver. Et c'est ça qui a déclenché Dieu. Il s'est dit, enfin, il a compris que sa situation n'est pas normale, je peux l'aider. Quand vous avez des problèmes, rendez grâce à Dieu parce que c'est un problème, vous n'allez pas cesser de faire comme d'habitude et faire ce qu'il faut pour avoir les solutions. Oui, ça paraît merveilleux, mais les faits sont là. On fait comment pour que tout le monde, je me retourne vers vous d'abord, on fait comment pour que ce soit un mouvement d'ensemble dans une société où, manifestement, ils sont nombreux à désespérer de la vie? D'abord, le temps qu'on utilise sur, bon, je ne vais pas dire les réseaux sociaux parce que là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir maîtriser ça, mais sur les postes téléviseurs, vous captez certains postes téléviseurs, vous voyez animations, danses qui ne sont même pas des danses de chez nous, des danses venues d'ailleurs qui n'ont rien d'éducatif. Vous voyez ces danses-là pendant 1h30, 1h45, 2 heures de temps. Je crois qu'on peut utiliser une bonne partie de ce temps pour sensibiliser les citoyens à quelque niveau qu'ils se trouvent. Il y a des gens qui ont besoin seulement de la parole. Alors, qui pour sensibiliser? Oui, c'est ce que je constate dans ce que vous dites. Oui. L'écoute, c'est-à-dire les échanges. Et qui pour le faire désormais? Il faut que le pouvoir public se dise. Les pouvoirs publics, je n'indexe personne en particulier, puisque nous avons des chefs, nous avons des responsables, nous avons des élus qui représentent la communauté. Il faut que ceux-là, des responsables religieux, il faut que ceux-là se mettent en tête que le plus important aujourd'hui, c'est de nettoyer ce qu'on appelle en anglais de brainwash, c'est de nettoyer la tête des concitoyens, non pas avec de l'Ajax ou bien de Homo ou bien du savon, mais avec des paroles conscientisantes, des paroles positives. Parler à beaucoup de gens, utiliser le temps des futilités pour s'adresser à la communauté. Ça peut se faire d'une zone à une autre, ça peut se faire sur le plan national avec des chaînes nationales, où on a des... Vous voyez des femmes, par exemple, dans leur ménage, même si elles ont sommeil lourdement le matin, et que l'émission passe à 7 heures, si elles ne se réveillent pas pour l'écouter... Non, c'est les feuilletons. Non, je parle même des femmes qui veulent... Il y a des émissions qui se font sur certaines chaînes de radio où on parle du ménage, où on parle de comment faire pour éduquer les enfants. Et ces chaînes-là se sont pratiquement spécialisées dans ce domaine. Vous allez voir, les femmes sont agrippées à ça. Et même si elles doivent manger,
elles préfèrent suivre ça d'abord avant de dire maintenant ma journée Des commence. initiatives à multiplier. C'est des initiatives à multiplier. Merci, mon cher Joël. C'est à multiplier forcément pour sauver la société. C'est à multiplier pour parer au plus pressé. Et lorsqu'il y a des gens qui prennent des initiatives dans des coins donnés et qu'on se rend compte que ces messieurs qu'on n'a même pas mandatés pour faire ce travail et qui font ce travail de salut public, lorsqu'on rencontre des cas de ce genre, il faut prendre exemple sur eux, il faut les encourager à aller plus loin, il faut multiplier, démultiplier pour que dans toutes les sociétés, il y ait des gens qui puissent mieux parler, mieux communiquer avec nos sociétés, avec nos communautés. Vous voyez, au camp par exemple, vous ne verrez jamais des militaires réunis au camp. Vous ne verrez, même s'ils restent au camp pendant 1 an, ils sont tous au camp, vous ne verrez jamais le suicide. Même si on les gifle tous les matins. Parce que tout simplement, ils sont ensemble, il y a des chants, des chants motivants, il y a des séances de sport. Ils sont trop occupés pour penser à la mort. Mais lorsque vous êtes seul dans votre coin, votre femme vous a quitté. Mais il y a des gens qui ont perdu leur femme et qui sont aujourd'hui plus heureux encore qu'ils ne l'étaient lorsque la femme était avec eux. Et pourquoi ? Pourquoi alors se suicider pour dire ma femme est partie avec mes 2 enfants, avec mes 3 enfants? Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est pas possible. Non. Il faut des gens pour communiquer. Vous savez, quand vous rassemblez les gens dans un coin de Cotonou, dans un quartier, je prends un quartier au hasard, à Ejedo, vous avez des jeunes qui sont tout le temps sur leur moto dans un coin, dans un carrefour d'Aïdjedo, attendant que des clients passent. S'ils n'ont pas la chance de faire beaucoup de navettes, vous avez déjà des candidats entre griffes au suicide, mais pas tout de suite, hein. Je ne le souhaite pas. Parce que dans leur tête, il y a du négatif. Je n'ai rien trouvé aujourd'hui. C'est grave. Si ça se passe comme ça, comment est-ce que ma femme va manger? Mes enfants vont manger? Mais quand vous créez des opportunités de petites activités, certes, mais quand aussi vous les rassemblez pour leur montrer que celui qui n'a pas pu conduire sa moto Zim de 8h à 12h peut toutefois trouver un marché ou des clients de 12h jusqu'à 20h et même être fatigué pour dire il faut que je rentre parce que trop c'est trop. Donc, il ne faut pas qu'ils se disent à midi, c'est déjà foutu. Parce que ceux qui arrivent après midi, ils ne le savent pas. Et il y a ce travail de sensibilisation sur les chaînes de télé, sur la radio, dans les petits coins de nos villages, tout ça là, qui sont tout à fait indispensables. Et quand vous le faites, vous voyez, je prends encore l'exemple du village. C'est vrai que je vis dans une ville, j'ai vécu avec des élèves, j'ai vécu dans un pays européen où j'ai vécu des choses. J'ai vu, par rapport à mon village, je compare à ce qui se passe en Amérique latine. Je prends d'abord le cas d'un pays de l'Amérique latine que j'ai trop nommé et au point où les gens m'appellent ressortissant de ce pays. Quand vous allez dans ce pays-là, au lieu que le Poch Koyon et moi et vous et les autres, on se dit, il faut qu'on cotise 2000 francs parce que le week-end prochain, on doit faire une petite fête. Hein. Non, ça c'est trop orthodoxe, c'est trop figé. Dans ces pays, vous savez ce qu'ils font? Non. Moi, j'ai une bouteille de bière qui dort quelque part sous mon lit. Lui, mon frère, il a un bon whisky qu'on appelle rond. Mais toi, tu as quelques biscuits qu'un parent t'a offert, mais que tu as acheté, ça fait un moment. Mais quand nous réunissons tout ça, la fête a déjà commencé. Hein. De sorte que là-bas, ils sont tout le temps en fête. Et cela leur a permis de traverser les moments les plus coriaces que leur pays ait connus vis-à-vis d'autres puissances étrangères. Je prends le cas d'un village. Vous arrivez au village, vous commencez à parler aux gens, vous leur démontrez qu'il y a de l'avenir, vous leur montrez que la terre ne ment pas, vous leur dites, si on fait ceci, ce petit commerce, et qu'on trouve des gens pour vous donner, parfois 5000 francs suffisent pour qu'une femme du village devienne grande commerçante. Ce n'est pas de l'abstrait. Je l'ai pratiqué, j'en suis tellement fier. Quand vous les réunissez, que vous commencez à parler avec eux ou à parler avec elles, ou bien les deux ensemble, vous voyez spontanément, les gens commencent à rire à manifester leur joie. Et vous entendez des slogans qu'on trouve au village, des slogans qu'on lance, et toutes les femmes reprennent ça en chœur. Et quand vous mettez dans un coin pour observer, quand toutes ces femmes quittent là, celles qui étaient venues la tête baissée, les mains derrière le dos, toutes langoureuses là, repartent la joie au cœur, alors que vous ne leur avez pas encore offert un copec. Mais elles repartent la joie au cœur parce que vous leur avez donné l'espoir. Pas un espoir fictif, un espoir qui va se réaliser si on pratique ci et ça. Mais vous avez dissipé tout ce qui peut les amener à penser au suicide, à penser qu'elles ne méritent même plus de vivre, qu'elles sont inutiles. Personne n'est inutile dans la vie. Personne n'est inutile dans la vie. Patrick Amampouillon, on fait de chaque citoyen désormais un candidat ou un instructeur vraiment pour son vis-à-vis, où on part par quel bout
pour espérer le mouvement d'ensemble qui va sauver d'une situation plutôt catastrophique si rien n'est fait. Déjà, c'est bien les émissions qui sont faites le matin sur les radios, les télévisions et tout ça. Mais attention, nous sommes en train de mettre des donneurs de leçons sur les émissions. Moi-même, je ne connais pas. Moi, Coach Pouillon, je ne connais pas. Donc, il faut éviter ce piège-là. On amène les gens souvent pour dire voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Ça ne va pas encore apporter au suicide. Écoutez-moi bien. Dans la parole de Dieu, vous allez lire que Dieu a mis l'homme qu'il a formé dans un jardin dans lequel il y a plusieurs arbres, dont deux. Pourquoi dont deux? Parce que les deux arbres intéressent Dieu. Le premier arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qu'on sait encore aujourd'hui dans nos églises? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le même arbre qui a posé problème à Adam et Ève. Voilà pourquoi il y a des suicides. Moi, j'ai des problèmes, je viens. Au lieu de me dire quelle est ma solution, tu me dis que j'ai péché. Tu me dis que Dieu est fâché. Comme moi, si Dieu est fâché, si déjà j'ai des problèmes, et en plus de ça, Dieu est fâché, pourquoi vivre? Voilà de quoi il s'agit. Le deuxième arbre, l'arbre de la vie. L'arbre de l'amour de Dieu. La vie, c'est Dieu. Parler de Dieu aux gens, parler de l'amour de Dieu, parler de combien Dieu les aime, parler de combien ils sont importants pour Dieu. Et à partir de cet instant, il va cesser de se voir comme il est en train de se voir au ce moment. Je continue en disant, prenez des gens qui ont des expériences de vie à raconter, qui racontent leur vie, pas les conseils, mais qui racontent leur vie. Il y a des parcours énormes. Il y a un homme dans ce pays qui était sur le point d'être PDG de banque et on annonce qu'il a les yeux. Il est aveugle à vie. Aveugle à vie. Mais ce monsieur qu'on a annoncé aveugle, on nomme quelqu'un d'autre à sa place. Et 2 semaines après, il ne recommence pas à voir. Et cet homme devient président de la République par la suite. Voilà que sa vie est une histoire à raconter. Pour que le jeune comprenne qu'on peut déclarer la fin de ta vie. Donc, trouver des gens qui ont une expérience de vie. Et si vous devez conclure, quand vous allez aux États-Unis, je vais te conclure en disant ceci. Quand vous allez aux États-Unis, on prend des gens qui ont fait un parcours pour les payer cher pour enseigner à l'université. Je vais conclure en m'adressant avec tout le respect que je dois au chef de l'État en disant ceci. Il va falloir que dans tous les coins et recoins du Bénin, on puisse faire en sorte que les gens prennent leur vie en main, qu'ils deviennent responsables de leur vie. Le Bénin a un président qui est dans cette logique. Mais il faut que ses collaborateurs, qui sont des fonctionnaires, qui continuent de faire croire aux Béninois, d'espérer, écoutent et comprennent le chef de l'État pour dire aux Béninois, vous devez prendre votre vie en main et on peut vous aider à prendre votre vie en main et à réussir votre vie. Il faut une action dans le sens de faire décoller le Béninois. Il en a les outils, il faut l'aider à appuyer le bouton pour allumer la lumière. Quand on a la lumière en soi, on n'a pas appuyé l'interrupteur, on n'aura pas la lumière. Ils ont la solution, ils ont les capacités. Il faut les aider à appuyer l'interrupteur et le président doit pouvoir penser à ça pour que le Bénin puisse s'en sortir. Merci à vous, Patrick Amampouillon. Oui, ça vous fait? Oui, je voudrais dire que ceux qui ont la chance de parler ou de s'adresser à des milliers de personnes chaque jour ou chaque semaine devraient revoir leur position pour se dire qu'ils doivent suffisamment mieux communiquer pour qu'on puisse dire demain, grâce à eux, on a pu sentir la réduction de ci et de ça. Ensuite, je me suis toujours dit, ministère de la famille, ministère des affaires sociales, mais ça devrait être le plus grand ministère d'un pays. Parce que toutes les familles sont sur toute l'étendue du territoire. Je vais partir de là pour dire, il faut que le ministère de la famille, même s'il faut chercher des gens qui sont des volontaires, parce qu'il y a des volontaires, il y a des gens qui viennent de l'étranger pour être volontaires ici, pour même sacrer nos devantures. Pourquoi pas nous dans notre pays? Que des gens, on puisse les mettre à contribution, qu'ils soient peut-être sous la coupole du ministère des Affaires sociales et de la famille, afin qu'on puisse répandre dans le pays ces nouvelles, ces informations, ces genres de communication. Mais il y a quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de venir dire « il faut faire ceci parce que c'est comme ça qu'on doit faire ». Non, 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 non. Donnez votre exemple. Moi, j'ai réuni des élèves sur une chaîne, une radio. Ils étaient dans la salle d'attente et ils ont voulu suivre. Et je leur ai dit mon parcours personnel. Je n'ai pas de honte à dire que même la farine, pour moi, a été un repas sérieux. Donc, merci. Bref, il faut que les gens parlent de leur expérience pour que les autres puissent s'en inspirer. Merci à vous, Sabo Fanon. Merci également à vous, Patrick Amampouillon. Chers téléspectateurs, on va s'en arrêter là. Oui, les jours venant, on pourra faire un autre plateau pour appuyer tout ce qui a été dit aujourd'hui. 100% bénéfique pour le bureau du jour. Ce sera tout. Blaise Pascal, avant de vous fausser compagnie. Le temps, dit-il, guérit les douleurs et les querelles parce qu'on change. On n'est plus la même personne. Mais alors, un peu d'endurance et tout devient encore possible. Prenez soin de vous. Chaque jour reste une vie. À très bientôt. Au revoir.